Bienvenue dans le balado Autour du fleuve. Mon nom est Julie. Il y a quelques années, j'ai changé de métier pour devenir capitaine de bateau d'observation des baleines sur le fleuve Saint-Laurent. J'ai découvert un écosystème naturel fascinant, mais j'ai aussi découvert l'écosystème des gens du fleuve, celles et ceux qui y sont profondément attachés et qui ont des histoires captivantes à raconter. J'ai eu envie de créer un espace où déposer tous ces récits de passionnés. Le podcast Autour du fleuve était né. Avec mon ami Simon, on s'est assis avec des gens du fleuve et on les a écoutés nous raconter leurs histoires, leur amour pour le Saint-Laurent. Ce podcast est une invitation à connaître, à aimer et à protéger ce fleuve qui nous traverse, nous imprègne et nous relie. Présenté par Tourisme Côte-Nord et du fleuve. Bonne écoute! Une fois qu'on a mis le pied sur la Côte-Nord, c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est dur de partir. Oui, c'est comme, on adopte ça comme notre chez-soi, là. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Autour du fleuve. Aujourd'hui, on reçoit Charlie Wendholt. Bonjour Charlie, merci d'être avec nous. Allô, merci pour l'invitation. Charlie qui est une amie de la région, une amie du fleuve, puis qui a beaucoup d'expérience, surtout sous le fleuve. Hein. Nous, on est surtout sur le fleuve, mais là, on voulait avoir une autre perspective puis de parler un peu des choses que nous, on ne voit pas nécessairement. Charlie, qui est plongeuse professionnelle, qui est depuis tout récemment coordonnatrice aussi de projet pour ZIP Charlevoix-Saguenay, mais qui est aussi, de base, qui est biologiste marine, puis qui a vu un paquet de trucs dans le fleuve, sur la Côte-Nord, au CDMM, aux Escoumins, mais un peu partout sur la Côte-Nord. Fait que c'est vraiment un privilège pour nous de t'avoir. Là. C'est vraiment cool que tu sois là. Merci, privilège partagé de faire ça avec vous. Donc, merci d'être avec nous, Charlie. Moi, quand je pense à la plongée sous-marine, en général, je pense plutôt à des environnements tropicaux, genre à des eaux chaudes, puis à des plongées qui durent des heures. On s'entend que plonger dans le Saint-Laurent, c'est pas tout à fait ça l'expérience. C'est quand même assez inusité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter qui savent même pas qu'on peut faire de la plongée dans le Saint-Laurent. J'étais curieuse de savoir, toi, qu'est-ce qui t'a amené à venir plonger dans les eaux glaciales de la Côte-Nord? C'est vraiment une bonne question. Je pense que ça aurait très bien pu se passer autrement, puis j'aurais pu faire mes premiers pas en plongée, si on peut dire ça, de point de vue littéral et figuré. Ça aurait pu avoir lieu ailleurs, en eau chaude, dans des eaux tropicales, puis j'aurais peut-être même jamais connu la plongée en eau froide, parce que c'est quand même de sortir de sa zone de confort un peu, tu sais, juste le froid. Souvent, ça va freiner quelques personnes quand même de se lancer là-dedans. Mais moi, en fait, j'ai commencé avec mes cours de plongée. Je parlais tout le temps là, de biologie marine, de sciences marines quand j'étais jeune. Ça faisait longtemps que j'en parlais autour de moi. Puis que dans l'autobus, j'étudiais mes baleines, mes invertébrés. Ouais. Puis un jour, j'ai eu la chance d'avoir en cadeau mon premier cours de plongée sous-marine récréative. Puis honnêtement, je pense que si on ne me l'avait pas offert, je ne serais même pas allée creuser l'information de à partir de quel âge. C'était comme pas nécessairement atteignable, c'était pas concret à ce moment-là pour moi. Puis finalement, j'ai eu cette opportunité-là, fait que j'ai pris mes formations. Puis là, quand il est venu le temps de faire la certification, l'examen pratique, il y avait différents choix pour le faire en milieu naturel. Donc, il y avait des carrières où est-ce qu'il y a peu de vie ou... C'est ça, très peu de vie, mettons. Puis, il y avait les Escoumins comme possibilité en milieu marin, dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Puis, je me suis dit, ça peut être très cool. Puis là, on m'avait vraiment prévenu. Avant ma première plongée, on m'avait dit, tu vas voir, Charlie, quand tu vas te mettre la tête dans l'eau, tu vas avoir un brain freeze. C'est tellement froid. Imagine, c'est 4 degrés Celsius en moyenne à l'année, la température ici. C'est comme si tu te réveilles le matin puis tu t'en vas te mettre la tête dans un bassin d'eau que tu sors du frigo. Puis c'est ça l'expérience. J'étais comme, OK. Mais là, il était trop tard. J'étais déjà ici. Je me suis dit, bon, allons-y, on le fait. Puis finalement, ça a été une révélation. Ah ouais. Puis le fait que justement, il y a moins de personnes qui plongent ici dans ces conditions-là et tout, on dirait que c'est un secret qui est bien gardé.
La beauté, les couleurs, la richesse, la diversité des fonds marins d'ici. Puis c'est ça, tu parlais d'eau chaude tantôt, puis clairement qu'on n'a rien à envier aux écosystèmes tropicaux. Là. C'est magnifique ici, c'est juste que c'est un secret qui est bien gardé, puis c'est une face cachée. On le sait pas. Oui. Moi, en plus, comme l'eau est quand même assez opaque aussi dans le Saint-Laurent, même quand tu es sur le bord des rives puis que tu essayes de regarder dans l'eau, tu vois rien. Fait que c'est impossible d'imaginer en fait la richesse et les couleurs de ce qu'il y a dans le Saint-Laurent. Oui, absolument. C'est pour ça que j'étais vraiment excitée de te parler aussi aujourd'hui pour parler de tout ça. C'est ce qui m'amène à ma prochaine question. Donc, dans le cadre de la plongée scientifique, qu'est-ce que vous étudiez sous l'eau? Qu'est-ce que vous recensez? Qu'est-ce que vous observez? Ça peut prendre vraiment plein de formes. Il y a tout plein de projets là, en plongée professionnelle, en plongée scientifique. Il y a aussi des projets qui étudient le fond marin ou la colonne d'eau qui ne nécessitent pas non plus la plongée professionnelle. Mais à ce niveau-là, plongée professionnelle, plongée scientifique, on peut s'intéresser généralement aux vivants. Fait que moi, j'ai beaucoup travaillé sur les invertébrés, notamment. Fait que, toutes les communautés macro-invertébrés benthiques, donc sur le fond marin, c'est-à-dire, mettons, anémones, étoiles de mer, crabes. On s'est beaucoup intéressé à ça dans le contexte de projets passés. Puis, ça peut prendre tout plein de formes. J'ai aussi travaillé, pas dans le Saint-Laurent pour ces projets-là spécifiques, mais ailleurs, dans des lacs au Québec, pour la détection d'espèces exotiques envahissantes comme la moule zébrée, par exemple. Okay. Fait que, c'est sûr qu'il y a des efforts qui sont déployés en ce sens-là pour très rapidement, tôt, quand il y a une invasion, voir justement pour freiner ça, puis c'est quoi l'importance de l'envahissement et tout. Oui, les projets sur lesquels j'ai travaillé, ça touche principalement le vivant, puis plus précisément les invertébrés. Des espèces aussi d'intérêt comme pour la pêche, par exemple l'oursin vert. Parce que toi, dans le fond, on dit que tu es plongeuse, mais tu as une formation aussi en biologie marine, c'est ça? Oui, exactement. Moi, dans le fond, j'ai un DEC en technique de bioécologie. Puis après ça, j'ai poursuivi au baccalauréat en biologie profil sciences marines. Puis j'ai commencé à travailler dans le domaine de la plongée scientifique. Puis par la suite, je me suis dit, en fait, j'avais besoin d'un nouveau défi. Puis j'avais envie d'ouvrir mes horizons en plongée professionnelle pour aller travailler sous d'autres normes. Fait que j'ai complété tout récemment, l'année passée, un AEC en plongée professionnelle autonome. OK. T'étais à Rimouski? Rimouski? Rimouski. Ça, c'est plus loin dans le nord. T'étais à Rimouski pour tout ça, dans le fond? Ton AEC puis ta biologie? Oui, pour le baccalauréat en biologie sciences marines à l'UQAR à Rimouski, oui. Pour l'AEC aussi, ça s'est fait à l'Institut maritime du Québec pour la plongée professionnelle autonome. Puis la technique de bioécologie, celle-là, je l'ai faite à Québec, au Cégep de Sainte-Foy. OK. L'AEC, c'était 1 an? C'était plus court, en fait. C'est quelques mois. Puis, tu sais, dans le fond, tu avais... c'est à temps partiel, là, comment ça s'articule. Fait que tu as peut-être 12-15 heures par semaine de cours théoriques. Puis après ça, tu as la portion pratique qui est sur place là, à Rimouski en présentiel parce qu'on plonge. Fait que ça se fait moins bien en visio. Puis fait que c'est ça. Moi, j'avais du fait que j'avais une certaine expérience déjà dans le domaine, j'ai eu des compétences qui m'ont été reconnues. Fait que j'ai participé, dans le fond, à 2 semaines là, de ce niveau pratique-là. Ouais. Ah, quand même, c'est rapide. Hein? Puis t'avais quel âge, juste pour revenir tantôt à ton histoire là, de tes premières plongées dans le fleuve? T'avais quel âge quand t'as commencé à plonger dans l'eau froide? Là? Ma première plongée à vie, ça s'est fait dans la baie des Anémones, qu'on connaît tous très bien ici. Oui, première plongée à vie dans la baie des Anémones. C'est un défi, oui. Ben, c'est sûr. Puis j'avais 15 ans. Ça fait 12 ans. Ah ouais. C'est ta première plongée à vie ou ta première plongée à vie en milieu naturel? Première plongée en milieu naturel, parce que c'est sûr que pour se préparer à ça. Oui, exactement. Okay. Je pensais que tu avais pitché dans l'eau. Non, quand même. J'avais déjà validé des exercices en piscine, clairement, là, parce que. Oui, effectivement, ce serait un encore plus gros défi. Puis c'était dans le cadre ça, de ta formation que tu es allé dans la baie des Anémones? C'était dans le cadre du cours là, récréatif en plongée sous-marine récréative. Là, fait que c'est le niveau 1 dans le fond. Puis, ah ouais. Ils font-tu encore ça à base de plongée? La première plongée en milieu naturel dans le fleuve?
C'est une bonne question parce que la base de plongée aux Escoumins en elle-même offre pas de formation. Là. Moi, c'était un groupe de l'externe. Là. J'avais fait mes formations à Québec, toute piscine, ouais, c'est ça. Puis là, on était en mode road trip, à Côte-Nord, certification. Mais généralement, quand tu te présentes à la base de plongée des Escoumins, j'ai déjà guidé là, comme on disait, c'est une personne, c'est des plongeurs qui ont déjà au moins leur certification puis une certaine expérience aussi, parce que, comme on disait, les Escoumins, les plongées en eau froide, ici, visibilité restreinte, tout ça, il y a quand même quelques défis. Fait que généralement, c'est des personnes qui ont un minimum d'expérience puis d'aisance pour que ça se passe bien, puis dans le plaisir et la sécurité. Ben oui, c'est sûr. C'est drôle, ça me fait tellement penser à justement, moi, ma première fois que je suis allé au quai des pilotes, j'avais comme 8 ans. Mon père était allé au centre de plongée, puis moi, je plongeais pas, là. Fait qu'il m'avait loué un dry suit au centre de plongée, puis il m'avait laissé flotter en dry suit à côté du quai des pilotes, là. Là, pendant que les autres, ils plongeaient sur cette côte-là. Là. Oui. Puis j'avais 8 ans. C'est fou pareil, là. Tu sais, de penser que maintenant, là, plusieurs années plus tard, que là, maintenant, c'est mon quotidien, là, le quai des pilotes. Mais dans ce temps-là, je flottais là, puis j'étais en touriste. Là. Mais comme tu sais, toi, quand t'avais 15 ans, t'étais là, puis t'étais encore là. Oui. C'est fou quand même, hein? On part plus. On part plus de la rue des pilotes. On reste accroché, oui. C'est vrai. C'est quand même fou de penser que tu flottais à cet endroit-là sans savoir que X années plus tard, t'allais avoir une compagnie de croisière aux baleines. Ah, c'est fou. Au quai des pilotes. À quelques mètres de là. Ça. Non, c'est vraiment ça. Ouais. Circle back. Ouais, c'est ça. C'est vraiment fou. Oui, la vie fait bien les choses. Mais c'est vrai que une fois qu'on a mis le pied sur la Côte-Nord, c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est dur de partir. Oui. C'est comme, on adopte ça comme notre chez-soi, là, clairement. Oui, il y a quelque chose comme ça fait cet effet à beaucoup de monde. Là, justement, toi, tu t'apprêtes à faire le move? Oui. Ben, pas très loin quand même. Non, c'est ça. Heureusement. Vers l'Anse-Saint-Jean, qui est sur la rive sud du fjord du Saguenay. Fait que c'est sûr que je vais revenir tout le temps là, sur la Côte-Nord. Je me dis, elle bougera pas. Les baleines vont continuer à venir. La plongée va encore être accessible. C'est parfait. Mais non, c'est sûr que c'est une grande étape, définitivement, parce que la Côte-Nord, c'est ça, c'est le chez-moi que j'ai choisi. C'est exactement ça qu'on dit en ce moment. T'sais. Puis, Parce que toi, de base, tu viens de où? Moi, je suis née au lac Saint-Jean, à Dolbeau-Mistassini. Okay. Shout out! C'est vraiment au nord, c'est tout petit. Puis j'ai passé mon enfance là-bas. Puis après ça, avec ma famille, on a déménagé à Québec. J'ai poursuivi mes études. J'ai complété justement le cégep là-bas. Puis à l'université, j'ai fait le move vers Rimouski. Puis déjà là, ça faisait quand même plusieurs années que je venais sur la Côte-Nord parce que j'ai commencé à passer mes étés sur la Côte-Nord en 2000... je sais plus. En 2016. 2016. Puis depuis ce temps-là, tous mes étés ont été passés sur la Côte-Nord. Puis ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans là, que je suis ici à temps plein. Oui, que tu habites ici. Oui, exactement. Ouais. Puis ta famille, étais-tu en biologie ou en plongée? Ou... Non, même pas. Hey, je ne sais pas d'où ça vient, cette passion-là, honnêtement. Les documentaires, je pense. Puis, tout l'aspect aussi, tu sais, de pas connaître, en fait. Justement, c'est l'inconnu. Le mystère. Oui, exact. Il y a tellement de potentiel, tu sais, puis à chaque fois qu'on en apprend un peu plus, c'est tellement lointain de notre réalité, tu sais. La vie a tellement évolué de façon extrêmement différente sur Terre, puis dans les eaux. Surtout au niveau marin, tu sais, c'est le berceau de la vie. Fait que, non, c'est fascinant. Oui, ça m'a toujours attirée, absolument. Mais d'ailleurs, je me demandais, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression de découvrir quelque chose d'inédit pendant une plongée? Alors, pas forcément d'inédit pour la communauté scientifique, mais en tout cas, quelque chose d'inédit pour toi? Tout le temps, en vrai. Ouais. Tout le temps. Comme quoi, par exemple? Les formes de vie, c'est juste tellement... C'est des formes de vie, tu sais, qui sont là depuis tellement longtemps, puis qui sont tellement simples, au final, mais qui fonctionnent entre guillemets, tu sais, mais c'est des organismes qui survivent, tu sais, qui sont extrêmement bien adaptés à leur environnement de cette façon-là. Mais, tu sais, c'est des choses qui ressemblent
pas pantoute à ce qu'on verrait, à ce qu'on connaît, mettons, quand on marche dans une forêt où, des anémones, des organismes que s'ils perdent un bras, ça repousse, des façons de manger, ça sort son estomac puis ça leur rentre après. Hein? Oui, des étoiles de mer. Ah! Oui. C'est débile. Oui, ou tu sais, il y a des étoiles de mer qui incubent leurs œufs sur leur dos puis qu'éventuellement, ça sort. Genre, il y a des affaires tellement... Ouais, c'est Comme fou. extraterrestre. Oui, exactement. C'est un autre univers. Fait au niveau des formes de vie, clairement que c'est une unicité puis c'est comme une autre expérience. Au niveau des sensations aussi, tu sais, en plongée, d'être en apesanteur, de respirer sous l'eau, c'est vraiment contre-intuitif. Incroyable. Puis les sons, puis tes perceptions sont vraiment... Nos sens sont adaptés pour fonctionner dans l'air, sur Terre. Mais dans l'eau, la vision est différente, les sons voyagent différemment aussi. Fait que c'est comme tous les messages que ton cerveau reçoit. Toi, tu sais qu'il faut pondérer, puis justement, c'est pas ton environnement, t'es pas adapté, puis tu as une certaine vulnérabilité aussi. Quand tu vas dans ce monde-là, ben... C'est comme inviter un peu, t'es de passage, mais c'est pas ton environnement. Exactement. Moi, c'est vraiment ça la sensation que ça me fait, la plongée. C'est ça l'impose vraiment un certain respect. Une humilité. Exactement. Oui, c'est vraiment bien dit. Ouais. Puis je trouve qu'il y a un parallèle entre la sensation que tu as en plongée puis la sensation qu'on a, nous, sur les bateaux. Moi, je compare ça souvent à des expériences de pleine conscience, dans le sens où, encore plus en plongée, tu peux pas parler. Oui. Il faut que tu te concentres sur ton souffle pour économiser ton air, puis pour pas paniquer aussi avec le froid ou avec ce qui peut se passer. Tout ce que tu as à faire, c'est observer autour de toi. Puis c'est vraiment des moments où, c'est ça, le temps est suspendu, le temps s'arrête. Tu as plongé pendant une demi-heure. Je ne sais pas trop dans le froid si ça fait le même effet, mais quand tu plonges dans les eaux chaudes, tu peux plonger pendant 1 heure, puis tu remontes, tu as l'impression que ça fait 5 minutes que tu étais sous l'eau. Mm-hmm. Puis je trouve, moi, la sensation d'être sur un bateau, ça me fait la même chose. Là, je veux dire, la croisière termine, tu as l'impression que ça fait 5 minutes que tu es parti. Puis en fait, ça fait 2h30. Puis c'est ça, je trouve que c'est... On en parlait aussi, là, le côté addictif de ce genre d'expérience. C'est tellement relaxant, puis ça t'ancre tellement dans le moment présent qu'en fait, tu as tout le temps envie d'y retourner, finalement. Ouais. C'est comme une vie, il y a une vie, dans ton cas, sous l'eau, puis nous, sur l'eau. Ouais. Puis la vie sur Terre, on dirait que c'est complètement différent. Quand tu mets ton masque, puis quand t'en embarques sur nos bateaux, c'est comme si c'était une autre partie de la vie qui commençait. Ouais. Puis j'aimais ça aussi, le point là, de l'humilité. C'est vrai que c'est ça, parce que c'est tellement beau, riche, puissant, que tu peux pas arriver dans cet environnement-là en pensant que tu es plus fort que lui. Non. Puis c'est ça on dirait que les gens ils réalisent pas nécessairement non plus quand ils voient le fleuve pour la première fois ou qu'ils découvrent le fleuve. La richesse, puis en fait la puissance du fleuve. Ouais. On peut pas. Faut bien le traiter, notre fleuve, puis il faut être respectueux de toutes les manières, là, mais ça, c'est l'humilité. C'est vrai que. Vraiment. C'est bien dit. Oui, il y a quelque chose de majestueux, puis de puissant, puis d'impétueux par rapport justement au Saint-Laurent. Puis moi, j'ai comme plus appris à voir ça en habitant ici à l'année, au fil des saisons. Oui, c'est vrai. À l'automne, les tempêtes, les vagues, les marées, c'est juste ça a encore plus d'ampleur, tu sais. Puis les vagues qui viennent crasher sur les rochers, genre, c'est tellement impressionnant. Puis toi, tu dois le sentir en bas aussi, là, sous l'eau, là, les courants et tout, là, ça doit... Tu le sens vraiment, là, le fleuve, toi, là? Absolument. Différemment, oui, que sur la côte, mais c'est vrai que c'est des sensations différentes. Puis des fois, ça m'est souvent arrivé, surtout dans le Saint-Laurent, où est-ce que les conditions changent, mais comme ça. Sous l'eau? Oui. Des fois, tu commences à plonger tranquille, belle plongée, relax, puis bam, il y a un courant qui arrive, puis genre, tu te tiens au rocher, puis t'es comme, mon Dieu, je vais-tu finir en Gaspésie, moi, là? T'as-tu eu des histoires de peur, justement, en plongée? Oui, j'en ai eu quelques-unes. Il y a un moment donné où est-ce que j'étais en train de faire un inventaire avec un collègue. Dans quel coin? C'était dans le coin... Je me souviens plus du nom. C'est un peu vers l'ouest du quai des Bergeronnes. OK. Juste un peu vers l'ouest, il y a comme une zone où est-ce que le fond marin est super plat. Puis, tu sais, des fois, on peut s'attendre à certains courants, puis on peut prévoir un peu certains trucs, mais
moi, ce que j'ai appris, c'est que plus souvent qu'autrement, c'est assez imprévisible. Puis, tu sais, des fois, on s'attend à avoir un courant, il n'y en a pas. Des fois, on s'attend à avoir un courant dans un sens, puis finalement, il est dans l'autre. Tu sais, c'est vraiment super dynamique. Moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu du Saint-Laurent. Dans le fond, on se met à l'eau. Initialement, on avait l'ancre du bateau qui était comme pour comme Comme une ligne, genre. une ligne de repère exactement pour descendre puis contrôler notre descente et tout. On s'en va, on commence l'inventaire, le substrat, le fond marin, il y a des petits cailloux, mais rien à quoi s'agripper vraiment. L'inventaire commence, puis là, finalement, on est rendu vraiment vers la fin de nos cylindres. Il nous reste, on se garde toujours une marge de sécurité. Mais là, on est proche de cette marge-là. Et là, bam, les conditions changent. Le courant, en 2 minutes, ça se lève. Puis, là, on se dit fin de plongée. Sauf qu'au final, vu que les conditions ont vraiment changé, notre spare qu'on s'était gardé, notre marge qu'on s'était gardé sur notre air, finalement, peut-être, ça vient de couper une moitié, en fait, au niveau du temps que ça représente parce que tu consommes plus. Ouais. Puis là, il fallait qu'on remonte directement en pleine eau. Fait qu'en plus de gérer tout le stock puis de se battre, tu sais, pas se battre contre le courant, mais c'est parce que tu es en train de te dire, si je prends 2 fois plus de temps à monter, ça se peut que je sois rendu vraiment loin de mon bateau parce que moi, je dérive là, en ce moment. T'es pas attaché, là? Ben non, c'est Et il y ça. avait personne sur le bateau pour se déplacer pour venir vous chercher? Il y avait des gens sur le bateau, sauf que eux, pour savoir exactement où est-ce qu'on est, ils suivent nos bulles en surface, mais avec le courant, tu sais, ces bulles-là aussi dérivent. Fait que c'est pas toujours un indice super précis. Puis des fois, quand on est à une certaine distance, parce qu'il fallait qu'on aille chercher une certaine profondeur, ou le substrat, le fond marin était comme pas super... il fitait pas, tu sais, avec le projet. Fait que là, on s'est déplacé un peu et tout. Fait que là, on se ramasse qu'à devoir remonter en pleine eau dans la colonne, mais il y a du courant de fou. Puis là, on se dit, aïe, là, on veut déployer le parachute, qui est en fait une grosse balloune qu'on met notre air dedans, tu sais, pour signaler au bateau, qu'on est là, puis que finalement, c'est ça, on ressort plus loin, tu sais. En tout cas, c'était vraiment stressant. Au final, là, je m'étais dit, OK, là, va vraiment falloir qu'on sorte d'ici. Fait que ça, c'était quand même une situation stressante. Puis finalement, ça s'est super bien passé. Finalement, t'es sorti? Oui, on est sorti. Ah ouais? On est sorti. Donc, tu es là aujourd'hui pour nous en parler. Exactement. Mais j'en fais encore des couches. Non, c'est pas vrai. T'es sorti bien loin du bateau? On était sorti un petit peu plus loin, puis le parachute, on n'avait comme pas réussi à le gonfler au complet parce que avec les vagues, le courant, on s'était comme fait ramener rapidement vers la surface et tout. Fait que, tu sais, le danger à ce moment-là, moi, ma peur, c'était que... Parce qu'à un moment donné, on était rendu comme à 2 mètres, tu sais, 2-3 mètres de la surface, puis le parachute était à moitié déployé. Je me suis dit, OK, on va juste monter avec le parachute à moitié déployé parce que là, on est dans une zone où est-ce qu'en plus de ne pas se faire voir, on peut se faire heurter par une embarcation ou quelque chose. Ah, c'est vrai. Fait que là, l'idée, c'est de ne pas passer dans une hélice, tu sais. Fait que là, je me suis dit, tu sais pas t'es où par rapport au bateau, là, tu sais, t'étais peut-être à genre... c'est ça, tu le sais pas si t'es dans la zone où est-ce que les autres embarcations font attention, t'as comme pas idée parce que t'as pas de repère, là, tu sais. Pendant la remontée, tu sais, ça prend quelques minutes, puis t'es dans le noir complet, tu le sais pas, là, t'es rendu où, là. Ça doit être fait que vraiment ça spécial. avait été stressant, mais finalement, on est sorti indemne, puis ça s'est bien passé, puis c'est l'expérience, tu sais, qui rentre, tu sais. C'est ça. Mais des fois, tu peux pas faire autrement, dans le sens que les conditions que tu pensais que ça allait être en plongée, finalement, hop, ça change, puis c'est ça, il faut faire avec, puis se baser sur nos ressources intrinsèques qu'on a, notre expérience, puis notre sang-froid. Puis c'est ça. Puis j'ai pas l'impression qu'il faut que tu niaises non plus avec le fleuve là, aussi. Il y en a plusieurs plongeurs qui ont un accident ou peu importe, puis qu'ils sont restés là, finalement. Oui. Puis des fois, c'est vraiment des choses qui pourraient pas être prévenues, mais d'autres fois, effectivement, il y a des profils un peu plus téméraires, de pousser plus, tout ça, puis de ne pas écouter les grands principes fondamentaux que tu apprends dans tes premiers cours. Là, mais,
Mais mon Dieu, on était suspendus à ton histoire. C'était un peu stressant. Mais comme tu es là pour nous en parler, je me doutais que ça se terminait bien. Mais, et à l'inverse, c'est quoi, mettons, ton plus beau souvenir de plongée dans le fleuve? Il y en a tellement, honnêtement. Il y en a plein. Pour vrai, il y a les sensations tout le temps, c'est tout le temps quelque chose qui vient te grounder, justement. Puis des nouvelles découvertes, des espèces que tu n'avais pas encore vues. Ou, des fois, tu t'arrêtes en quelque part sur un petit spot puis tu vois des nouveaux trucs, une nouvelle perception. Ouais. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est, on en parlait tantôt, la visibilité sur... ici, elle varie vraiment beaucoup. Des fois, on a 1 mètre de visibilité puis il faut que tu restes vraiment, vraiment proche de ton binôme. C'est bien juste si tu le vois quand il est à côté de toi. Puis d'autres fois, tu as du 5, 6, 8 mètres. Puis moi, j'ai déjà vu genre 10 mètres de visibilité. Ah ouais. Puis c'est tellement une expérience différente que, imagine te promener dans la forêt puis de voir juste à 1 mètre. Puis après ça, de voir à 10 mètres le paysage global, à quoi ça ressemble. Là, tu vois toutes les parois rocheuses, puis les invertébrés qui recouvrent ça. Tu vois des bancs de poissons passer des fois. Wow. C'est trop, trop cool pour vrai. Fait que ça, c'est vraiment des beaux souvenirs. Des souvenirs où est-ce que aussi t'as des belles plongées, où est-ce que tu remontes. Puis je me souviens d'un palier de sécurité où est-ce qu'on s'arrête à 3 mètres à la fin d'une plongée pour laisser le temps à ce que les équilibres physiologiques là, dans notre corps se refassent avant de faire surface pour réduire les risques d'accident de décompression et tout. On fait un palier de sécurité vers 3 mètres, puis la visibilité était vraiment, vraiment belle. Puis là, je regarde la surface, puis il pleuvait. Il avait commencé à pleuvoir pendant la plongée, puis là, tu vois toutes les gouttelettes. Trop beau. Puis là, on sort, puis il y avait un arc-en-ciel. Le rêve. J'ai même un collègue vraiment chanceux qui a vu, ça c'est pas mon souvenir à moi, mais qui a vu un rorqual à la bosse en plongée. Ouais. Mais ça, c'est une drôle d'histoire. C'est l'histoire à Juliane. Oui. Hein? Coucou, Joujou. Là, je te laisse la raconter, mais il était pas sûr que c'était ça qu'il avait vu. Mais là, j'ose pas raconter. Oui, c'est ça. Non, parce que moi, c'est une de mes questions. Est-ce que vous avez déjà vu ou entendu des baleines? Moi, j'ai jamais croisé de baleines sous l'eau. J'ai déjà entendu à quelques reprises des belugas chanter. Oh, wow! Ça, c'est trop cool. Pour vrai, il faut vraiment porter attention, mais tu peux vraiment les entendre parfois. Mais tu sais, le nombre de fois où je sors d'une plongée puis que je me fais dire « Oh! Non, mais vous l'avez vu, c'est sûr, là. Genre, la baleine est passée à 10 mètres de vous, c'est sûr. » Puis je suis comme « Non. » Le nombre de fois, mais tu sais, justement, visibilité restreinte. Puis quand t'es en plongée, veux pas, tu regardes en dessous de toi, tu regardes le fond, c'est ça, t'es concentré, tu sais, on travaille, on fait nos affaires. Fait que c'est rare, tu sais, qu'on est sur le dos puis qu'on regarde la surface puis qu'on attend que quelque chose passe. Faudrait peut-être plus le faire. Mais non, moi, j'ai jamais croisé, mais ouais, Juliane a eu la chance de... Moi, l'histoire, comment je l'ai entendu là, de lui puis de Cyril, c'est qu'il y avait une bosse. Eux, sur le bateau, ils ont vu que la bosse s'approchait du site de plongée. Puis là, ils étaient comme, oh mon Dieu, c'est sûr qu'il va l'avoir, c'est sûr qu'il va l'avoir, c'est sûr, c'est sûr. Puis finalement, quand il est remonté, il a dit, Tipi, tu l'as-tu vu? Il dit, il était pas sûr que c'était ça qu'il avait vu. Lui, dans sa tête, il avait juste vu la pectorale blanche passer, puis il pensait que c'était une quille de bateau. Une quille d'un voilier qui était passé. Lui, dans sa tête, c'était ça. En tout cas, il faudrait vérifier avec lui. Je pense qu'il était dans le déni. C'est comme impossible que j'ai vu un rorqual à la bosse en plongée. C'est ça. La grosse pectorale. Mais t'imagines? Il était peut-être, justement, comme tu dis, là, il avait pas vu beaucoup de visibilité. Il était peut-être à comme 5-6 mètres de la bosse, qu'il l'a peut-être juste pas vu. T'sais. La baleine noire, c'est ça, tu dans aucune visibilité, c'est dur. Oui, c'est clair. Parce que nous, c'est tout le temps ça là, qu'on se fait dire là, à chaque fois sur les bateaux. Est-ce qu'on peut plonger? Est-ce qu'on peut nager avec les baleines? Est-ce qu'on... Il y a un centre de plongée. Le centre de plongée, c'est souvent pour aller nager avec les baleines. Puis à chaque fois, c'est ça. C'est non, on voit rien en dessous de l'eau. Et puis on est dans un parc marin. Puis on n'a pas le droit. Donc on n'a pas le droit. Dérangement, puis c'est ça. Le monde, là, c'est ça. Ils voient les vidéos en Polynésie là, avec 3 km de visibilité. Là, puis on dit,
C'est ça qu'on va faire. Mais en même temps, c'est pour ça que les baleines sont ici. Ben, pas toutes, là, mais je veux dire, la majorité, elles viennent s'alimenter. Ouais, c'est une aire c'est ça. d'alimentation. Puis, ben, justement, pourquoi qu'on ne voit pas sur 30 mètres? Ben, c'est parce qu'il y a plein de nourriture, de micro-organismes dans C'est ça. l'eau. Hum. Fait que si on avait... Tu sais, c'est paradoxal, mais au C'est ça. final, Ouais. si on n'avait pas cette richesse-là, microscopique, ben, les baleines, il y en aurait moins. T'sais. Ben ouais, c'est ça. Mm. C'est un mal pour un bien. Voilà. C'est pas tant un mal en même temps. Non, c'est très bien. Un bien pour un bien. Exactement. A win-win situation. Je voudrais revenir sur le fait que tu as déjà entendu des belugas sous l'eau. Oui. Fait que, parce que nous, on est équipés d'hydrophones sur les bateaux du fleuve. Et moi, j'ai eu l'occasion de mettre, à la fin de la saison, à l'automne dernier, l'hydrophone dans l'eau et d'intercepter des petites conversations de belugas. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable. Tout le monde avait les larmes aux yeux sur le bateau. Moi, la première. Je me demandais, quand tu entends ça sous l'eau, c'est quoi la sensation? Déjà, est-ce que tu disais que tu les entendais un peu, qu'il fallait quand même prêter attention? Donc, c'est pas très fort ce que tu entends sous l'eau, mais ça fait quoi d'entendre ça quand tu es sous l'eau? C'est trop bien, c'est une belle expérience en vrai. Ben, les sons voyagent vraiment plus rapidement sous l'eau, fait que c'est difficile des fois de savoir d'où est-ce que ça provient, puis tout ça. Fait que la sensation d'entendre est différente. Puis aussi, on a comme un... Tu sais, le fait quand on expire, ça fait des bulles, puis ça fait beaucoup de sons, puis les bulles passent à côté de nos oreilles, tu sais. Fait que des fois, c'est... Puis tu sais, ton inspiration même aussi, tu l'entends. Fait que c'est pour ça que c'est peut-être plus difficile de capter. Je pense qu'avec l'hydrophone, tu as certainement un son plus clair. Ça doit être le silence sur le bateau. Là, tout le monde est comme aux aguets. Alors qu'en plongée, nécessairement avec ta respiration. Puis tu peux pas arrêter de respirer. Là. Fait que c'est vraiment cool de justement, tu sais, la sensation d'intercepter des petits moments banals, entre guillemets, dans le sens que, bon, eux, ils sont en train de vivre leur vie. Ouais. Mais toi, t'es témoin de ça, puis t'es comme, wow, voir que je suis en train de vivre ça, tu sais, d'entendre des discussions de belugas. Il y a combien de personnes dans le monde qui peuvent dire qu'elles ont plongé à un endroit où elles ont entendu des belugas? C'est fou. Puis ça, c'est aussi un secret. On en parle souvent sur le bateau, nous autres, là, mais le monde ne savent pas là, que ça chante des belugas. Que ça parle, que c'est la variété de sons. Des oiseaux. Là. Le canari des mers. Voilà. Moi, j'avais jamais... Ben, oui, je comprenais le concept de les appeler les canaris des mers, mais c'est vraiment quand j'ai mis l'hydrophone dans l'eau que là, j'ai compris. C'est vraiment comme des petits oiseaux. Des fois, ça ressemble à des petits chatons aussi. C'est tellement spécial. C'est fou. Parce que on est chanceux, c'est fou. Moi, je trouve ça fou, les belugas. Genre, quand on les accepte comme ils sont là. Ils sont juste comme, ah, ben oui, on a des belugas. Comme si c'était des écureuils, genre. Ouais. C'est riche. Les écureuils des mers, ça pourrait être leur nouveau surnom. Il n'y en a pas autant, malheureusement. Mais on n'en profite pas. On n'est pas conscient. J'ai pas l'impression que la collectivité est consciente de la chance qu'on a d'en avoir encore. Tu sais. Oui. C'est hot, des belugas. Oui, puis c'est la population la plus au sud, à travers le monde aussi. Tu sais, c'est justement, comme tu dis, on est chanceux de pouvoir les observer, de partager leur environnement, tu sais, puis tout ça, de pouvoir en fait s'inviter dans leur environnement, tu sais, aux abords sur le rivage. Tu sais, c'est cool aussi là, justement d'être témoin de ça. Je me demandais, d'après toi, c'est quoi l'aspect le plus méconnu du travail de plongée scientifique? C'est vraiment une très bonne question. Je pense que peut-être justement, tu sais, du fait que le milieu en lui-même, le milieu naturel là, dans lequel on travaille, est moins connu. Les gens, ils savent moins, tu sais, qu'est-ce qui vit en dessous de l'eau, tu sais, parce que c'est moins à leur portée. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées préconçues. Tu sais, souvent, quand on pense aux sciences marines, tu sais, les clichés, là, c'est genre étoiles de mer, dauphins, des flashs puis des palmiers, genre. Mais d'expliquer que, justement, tu sais, la science marine en eau froide, tu sais, c'est vraiment, il y a une grande diversité de vie, tu sais, dans tous les groupes. Puis que, justement, il y a très peu de connaissances. Fait que c'est vraiment un travail à la base, tu sais, d'acquisition de connaissances puis
mieux comprendre comment ces écosystèmes-là fonctionnent, puis, tu sais, leur équilibre. Parce que il y a plusieurs projets, tu sais, sur lesquels j'ai déjà travaillé où est-ce que c'était vraiment ça, hein, c'était de définir un peu mieux à quoi ça ressemble au final le fond marin dans le Saint-Laurent. C'est fou. D'avoir un état initial par rapport, par exemple, au changement climatique, tu sais, ou s'il y a des perturbations anthropiques X, Y, Z, puis qu'on veut faire, mettons, de la compensation, tu sais, pour restaurer l'écosystème tel qu'il était là au niveau, tu sais, à l'état sauvage. Ben dans le fond, ça prend des connaissances de base. Fait que juste d'avoir ça, tu sais, un portrait de base, c'est ça, je pense que les gens, en fait, ils n'ont aucune idée. Tu sais, nous, on part, ils nous voient disparaître de la surface, puis on remonte avec plein de données sur une feuille, puis ils sont comme... Ouais, c'est Je sais ça. pas qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Tu sais. Puis c'est incroyable pour vous, ça doit être hyper gratifiant aussi de se dire que vous contribuez à ça. Absolument, oui. Je pense que c'est vraiment une étape qui est primordiale, tu sais, de comprendre comment ces écosystèmes-là fonctionnent pour, dans ce sens-là, mieux orienter, tu sais, ben, les efforts de gestion, par exemple, tu sais, de comment on exploite ces ressources-là, de quelles sont les menaces potentielles sur ces ressources-là aussi, tu sais, c'est quoi notre impact, tu sais, on vit à côté, on a clairement un impact, tu sais, au niveau de l'utilisation qu'on en fait aussi, fait que de juste voir un peu puis clarifier justement tout ça pour mieux orienter les efforts de protection. Tu sais. C'est super intéressant. Puis justement, tu as mentionné l'aspect de changement climatique. Toi, donc, tu plonges dans le fleuve déjà depuis plusieurs années. Est-ce que toi, tu as remarqué des changements au fil des années? Moi, j'ai plus ou moins remarqué, honnêtement, tu sais, ça fait quoi? Ça fait 12 ans que je plonge dans le secteur. J'ai plus ou moins remarqué de changements, mais parfois, je parle avec des collègues qui, eux, mettons, ont plus plongé au début des années 2000 ou des gens, tu sais, des plongeurs récréatifs qui plongent dans le secteur depuis 30 ans. Puis eux, effectivement, ils disent, tu sais, ben, c'est drôle parce qu'on n'a comme pas la même image de la plongée ici, soit, mettons, des personnes qui ne plongent plus maintenant puis qui disent « Ouais, à l'époque, tu sais, il y avait tellement de telle espèce. » Puis, tu sais, tout ça, puis je suis comme « Hey, je pense que cette espèce-là, j'ai dû l'avoir 2 fois, tu sais, en toutes mes plongées ici. » Puis, fait que c'est ça, on n'a comme pas la même représentativité. Ça, je l'ai déjà entendu, puis c'est quand même confrontant. Ouais. Puis sinon, ben, tu sais, juste de voir, tu sais... même au-dessus de l'eau, qu'il y a de moins en moins de glace, mettons, pendant l'hiver. Ça, c'est frappant. Ça, c'est ce que j'ai observé, moi, dans les dernières années, honnêtement. Là, je l'ai vraiment vu pendant l'hiver. Oui, c'est fou. Parce que je venais aussi des fois l'hiver, même quand j'habitais pas ici à l'année. Puis ça, je l'ai vraiment observé. Mais sinon, j'ai déjà vu aussi des événements plus exceptionnels. T'sais. Pas nécessairement, mettons, des tendances de diminution ou de changement, mais vraiment des étés où est-ce que il faisait super chaud dans l'eau pendant vraiment longtemps. T'sais, l'eau reste on disait qu'elle est en moyenne à 4 degrés Celsius. Des fois, on a du 10, des fois, on a du moins 1. Ça arrive, c'est de l'eau salée, fait que ça se peut, ça gèle pas. Mais des semaines, 2, 3 semaines où est-ce que tu as du 12 degrés Celsius dans l'eau, puis l'eau est tellement chaude. Puis tu vois là, que les organismes, là, ils vivent un grand stress. Là, des fois, il y a, au niveau des invertébrés, les psolus, à la place d'être rouges, éclatants, ben, ils deviennent blancs. Puis, tu vois qu'il y a des animaux là, qui vivent vraiment un stress. Alors que, ça c'est des petits trucs que j'observe. Mais après, je pense que ça prend encore justement plus de données pour préciser ces tendances-là puis tout, mais je pense qu'on le voit puis que ça se passe, mais qu'il manque d'informations un peu. Ouais, puis j'ai l'impression aussi que plus que tu vas en faire, plus que tu vas avoir des changements. Là, sur 12 ans, il y a peut-être pas nécessairement beaucoup de changements qui peuvent se produire, mais dans les 12 prochaines années de plus, ça va être... ça se peut que ça change beaucoup. As-tu vu... parce que là, ils commencent à faire l'exploration de la pêche au homard. Est-ce que toi, t'en as vu des homards en plongée? Oui, bien ça, c'est un excellent exemple, en fait. Tu vois, avant, j'en avais vu que très, très rarement. Puis dans les 2-3 dernières années, j'en ai vu un petit peu plus souvent. Vraiment pas à chaque plongée, là. Mais, tu sais, quand même plus d'observations de homards, effectivement. Puis ça surprend, là, quand même. Parce que tu t'attends comme pas à ça. Puis là, tu te retournes, puis t'as un homard qui te regarde avec les pinces levées. C'est comme... Lui non plus, il s'attendait pas à ça, visiblement. Exact. On est comme... Sinon, des crabes, ça, c'est comme d'hab, ça?
Crabe des neiges? Je dirais que oui. Crabe des neiges, au niveau de la plongée, on les observe plus au printemps, quand ils remontent à plus faible profondeur, pour s'accoupler, se reproduire. On voit même des fois des couples carrément, là, le mâle qui traîne sa femelle, ou au contraire, des mâles un peu amochés qui sont tout seuls. La nature. Fait que c'est ça. Mais après ça, ils redescendent un peu plus profondément. Puis, ouais. OK. J'aimerais revenir sur cette histoire de crabe. Oui. Donc, à la reproduction, les mâles s'accrochent aux femelles? Pour les crabes des neiges, en tout cas, moi, j'ai déjà observé plusieurs couples là, où est-ce que le crabe des neiges, là, genre vraiment gros, il a sa petite femelle en avant. Puis, je sais que chez certaines espèces de crabes, ils attendent la mue pour la reproduction, mais j'avoue que je peux pas m'avancer là, si c'est le cas ou pas chez le crabe des neiges, mais c'est peut-être ça qu'ils attendent. Ah ouais. J'allais dire peut-être que c'est de l'affection, mais non, c'est vraiment de l'anthropomorphisme. Oui, c'est ça. C'était pour la blague. On a envie de croire que c'est des petits amoureux, mais non, bon. exact. Non. Il n'y a peut-être pas de consentement là. Ouais, voilà. On évolue quand même dans un milieu très masculin, le milieu marin, le milieu de la plongée aussi. Toi, en tant que jeune femme dans ce milieu-là, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens dans ton quotidien? Hey, merci pour cette question-là. Honnêtement, je me souviens, je pense que notre premier contact, Julie, c'était sur ton bateau. Oui. Tu naviguais, puis j'étais venue te voir, puis je t'avais posé cette question-là. Ça avait déboulé rapidement sur cette discussion-là entre nous, tu sais, de reconnaître, en fait, qu'il y a vraiment moins de femmes dans ce milieu-là. Fait que merci pour cette question-là. Je dirais qu'au niveau de la plongée récréative, pas au niveau des employeurs que j'ai eus, mais vraiment au niveau, tu sais, des binômes de plongée, tu sais, que tu rencontres, tout ça, là, je l'ai vraiment ressenti souvent, là, tu sais. C'est un monde que la plongée, il peut avoir de l'orgueil, tu sais, genre d'être donc fier, tu sais, ouais, exactement. C'est de l'ego, tu sais, de qui est allé plus profond, tu sais, qui a eu la plongée la plus froide, le plus longtemps, tu sais, puis qui a le gear qui pèse le plus lourd, tu sais, bon, c'est ça. Fait que vraiment comme un peu dans le repousser ses limites, mais juste pour se placer au-dessus, tu sais, alors que au final, tu devrais être en compétition avec toi-même, quoi. Puis, tu sais, c'est pas un sport de compétition, là, la plongée sous-marine, tu sais, c'est vraiment de dépasser ses limites, oui, mais dans un contexte, tu sais, qui respecte aussi, tu sais, l'environnement, comme on disait. Oui, exactement. Puis tu veux rester sécuritaire, tu sais, fait que oui, tu veux grandir, mais tu veux pas non plus aller trop vite, quoi. Mais oui, fait qu'au niveau de la plongée récréative, plus. Au niveau de la plongée scientifique, de la plongée professionnelle, au niveau de la plongée scientifique, fait que plongée professionnelle plus inventaire, biologie, environnement, il y a quand même beaucoup de femmes. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de femmes, puis il y a vraiment moins, honnêtement, là, j'aurais pas d'exemple à donner, là, où est-ce que je me suis sentie que tu sais, fallait que je fasse mes preuves parce que j'étais une femme. Mais dans la plongée professionnelle autonome, fait que, tu sais, ça peut toucher aussi, tu sais, certains travaux en plongée et tout ça qui sortent un peu de la biologie. J'ai pas ressenti non plus cette ambiance-là, mais c'est vrai qu'au niveau, tu sais, des chiffres, il y a vraiment moins de femmes que d'hommes. Mais je pense qu'il y a vraiment des personnes, tu sais, en ce moment, des leaders dans ce domaine-là, tu sais, qui forment puis qui travaillent vraiment, tu sais, justement à défaire ça puis qui tend vers un équilibre, tu sais, entre les sexes. Mais, ouais, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on observe un peu, mais je dirais plus en plongée récréative. OK. Qu'il faut plus que tu fasses tes preuves, tu sais, ou que... T'es challengé un peu sur des trucs... sur lequel tu t'attendais pas de faire challenger nécessairement. T'es comme, j'ai tellement plus d'expérience que la personne qui est en face de moi, puis tu sais, c'est remis en question. Il faut que tu te prouves juste
Ouais. Puis tu te fais mansplainer des affaires. Ah mon Dieu, Ouais. oui, c'est déjà arrivé. Genre en train de remplir les cylindres de plongée, tu sais, mettons, pour remplir d'air, quoi. Puis tu sais, un client qui est genre en mode, ben je vais t'expliquer comment faire. Puis je suis genre, ben ça va. Ça va, c'est moi la guide. Voilà, je suis correct. formée, j'ai fait ça genre pendant un petit moment, plus que toi sûrement. En tout cas, Là, c'est ça, là, tu t'en vas dans ton prochain chapitre qui est plus la plongée. prochain chapitre, non, plus de plongée, ou du moins pas de façon prioritaire, là, effectivement. Fait que plus sur le side ou de façon ponctuelle, là, s'il y a des opportunités. Mais oui, là, effectivement, c'est de renouer un peu avec la biologie, puis l'analyse de données, puis le côté un peu plus geek de tout ça que j'aime bien aussi, puis qui me manquait. Là. C'est le fun, Fait que, c'est un beau nouveau défi aussi. Oui. C'est ça, Charlie la plongeuse va devenir Charlie la biologiste. Oh, j'espère qu'ils sont pas dissociés. Ouais, c'est ça. En tout cas, Ben- le chèque de paye va être fait à Charlie la biologiste. Oui, ça, c'est indéniable. Ouais, c'est donc ça, juste pour ça. Donc, dans quelques semaines ou déjà, tu travailles pour ZIP Charlevoix, Saguenay-Charlevoix. Oui, exactement. Comité ZIP Saguenay-Charlevoix. Je travaille déjà là, depuis janvier pour cette belle équipe, cette belle organisation. C'est vraiment une belle mission, honnêtement, pour des actions qui sont concertées pour la mise en œuvre, la protection, la restauration du Saint-Laurent. Puis là, je veux juste disclaimer que je ne suis pas à titre de représentant. Non. Je ne viens pas représenter la ZIP Saguenay-Charlevoix, mais ouais, non, c'est vraiment Non, mais c'est cool, un beau réseau c'est aussi. ça, c'est ça. Puis, Puis on en ça connaît prend. encore là pas tant que ça là, sur l'implication de la ZIP, à quoi ça sert, puis tout ça. Tu nous en parles un peu, là? C'est quoi un peu la mission de toutes ces ZIP-là? Là? Ben, dans le fond, c'est un réseau de 11 comités ZIP qui s'articulent le long de tout le réseau du Saint-Laurent. Fait que, de la fin des Grands Lacs jusqu'au Golfe. Puis c'est ça, chaque comité ZIP a son territoire vers une mission commune de protection, de restauration, de mise en valeur, conservation du Saint-Laurent, de ses écosystèmes. Puis le comité ZIP Saguenay-Charlevoix, dans le fond, c'est ça, c'est tout ce qui est là dans le secteur Saguenay-Charlevoix. Puis la mise en œuvre d'actions qui sont concertées avec le milieu, puis de prendre des décisions qui font du sens. Ma question qui allait suivre, c'est de savoir si ça change beaucoup l'hiver, tu sais, le fleuve en plongée. Est-ce que les organismes changent? Si c'est l'été ou l'hiver? C'est une excellente question. Ben, j'aurais pas une réponse en totalité, mais tu sais, mettons, quand on commence, en tout cas, moi, ma saison de plongée là, sur la Côte-Nord, elle commence au printemps, puis justement, il va y avoir plus de crabes des neiges, comme on disait tantôt, parce que la reproduction et tout, ils remontent en eau moins profonde. Fait que, tu sais, c'est sûrement le cas d'autres espèces, ou en même temps aussi, au printemps, dans les mêmes eaux en termes de temps, dans les mêmes eaux physiquement aussi, il y a les étoiles de mer polaires qui sont en train de couver leurs œufs. Ça, c'est trop beau. Elles se mettent comme les bras en spirale, tu sais, recourbés sur elles-mêmes. Puis des fois, quand tu t'approches, tu peux voir en deux bras, mettons, des petits flocons de neige. Puis c'est les petits œufs, c'est les larves, en fait. C'est les jeunes étoiles de mer, c'est les larves qui vont grandir. Puis ça, ils font ça plus proche de la surface l'hiver? Les étoiles de mer, non, sont pas mal tout le temps dans la même zone. Okay. Mais c'est une zone à laquelle on est... Oui, c'est ça. La période de couvaison au printemps. Ça se dit, ça, couvaison? Okay. Oui, j'allais le dire, puis... je ne me serais pas lancée, moi non plus. C'était un risque à prendre. Je suis content que tu l'aies de ça, là. Une période qui couvre. Oui, exactement. Fait que les étoiles de mer couvrent leurs œufs. J'avais aucune idée de ça. Ouais. Elles les couvrent pendant une certaine... Comme une poule. Oui! Elles les couvrent pendant une certaine période, puis au bout d'un moment, après, quand ils sont prêts, elles les laissent vivre leur vie. Oui, exactement. Puis, dans le fond, c'est... tu sais, la larve d'étoile de mer, quand elles sont jeunes, ça ressemble déjà à une étoile de mer. C'est pour ça que je dis ça ressemble comme un petit flocon, exactement. Puis là, ça va grandir, puis ça va juste devenir de plus en plus gros. Puis effectivement, elle les couvre surtout pour éviter la prédation, au final. Là, je pense pas tant qu'il y a quelque chose qui est associé avec la température puis le développement. Là. C'est vraiment pour... Parce que si l'étoile n'est pas dessus, clairement, que ça part. Ça, c'est... Voilà. Puis sinon, les plongées de nuit. Ouais. Ça change-tu beaucoup? Les plongées de nuit, oui, vraiment. Les plongées de nuit, c'est magnifique. Là. Tout le beau monde qui est en train de dormir, ou qui sont vraiment moins actifs le jour,
Mais là, la nuit, là, tu vois plein de poissons qui sortent, puis tu vois des crevettes aussi qui sont en train de nager dans la colonne d'eau. Puis nous, on a des lampes, là, parce que ça en prend. Fait que ils sont comme curieux, ils viennent voir ça, ça les attire. Des fois, on voit du krill aussi. T'as-tu déjà vu des nuages de krill, genre des... J'ai jamais vu de nuages de krill, non. Jamais vu de nuages de krill, mais des petits krills solitaires, genre pendant la nuit. Oui, j'imagine. Mais ce qui est le plus impressionnant, je trouve, dans les plongées de nuit, c'est vraiment la bioluminescence. Parce que, on en a de la bioluminescence ici, sur la Côte-Nord, puis de le vivre en plongée. Ça prend nécessairement, il faut que tu éteignes ta lampe ou que tu mettes ta main puis tu couvres la lumière, là, mais c'est tellement magnifique. Puis là, tu bouges, puis c'est tout vert partout, puis tu es en apesanteur, puis en train de respirer, genre... Tu as l'impression d'être dans l'espace. C'est sûr. Est-ce que tu peux expliquer rapidement c'est quoi le phénomène de bioluminescence pour les gens qui nous écoutent? Oui, absolument. La bioluminescence, dans le fond, c'est une réaction que certains organismes ont qui émettent une lumière. Puis c'est vraiment une réaction chimique avec des molécules. Je ne suis plus certaine du nom des molécules, mais en fait, c'est ça. C'est une réaction chimique qui va créer de la lumière. En opposition, par exemple, à l'iridescence, que là, c'est vraiment un phénomène physique de décomposition de la lumière comme un arc-en-ciel à travers d'un prisme. Fait que les organismes qui font de la bioluminescence vont créer de la lumière grâce à une réaction chimique. Puis c'est trop beau. Puis en plongée, ça doit être fou. Ouais, c'est magnifique. Puis selon, tu sais, où est-ce que tu es aussi, je veux dire, sur la planète, il y a différentes espèces qui font ça dans les eaux. Puis des fois, ça peut être bleu, ça peut être vert. Puis ici, c'est des petits picots verts. C'est vraiment beau. Moi, j'avais déjà eu une expérience de bioluminescence là, en voilier de nuit. Puis il y avait des marsouins qui étaient passés proche du voilier en bioluminescence. Là. C'était comme des aurores boréales là, qui passaient en dessous du bateau. Là. C'était impressionnant. Là. On parlait encore des choses qu'on n'était pas conscient qu'on avait au Québec, puis dans le fleuve, tout ça, mais la bioluminescence, là, pas besoin d'aller à Hawaï. Là. Non, c'est ça. On a l'impression que c'est dans les eaux chaudes et tout, mais dans le fond, on en a ici aussi. Là. Puis des histoires aussi, j'ai déjà entendu des histoires de petits rorquals en bioluminescence, de voir la masse, toute la masse lumineuse qui s'approche, là. Ça doit être impressionnant, là. Ça, c'est fou, là. Y avait-tu beaucoup de prédation la nuit? J'ai déjà vu des poissons qui s'alimentaient justement de crevettes qui passent, ou même les anémones. Les crevettes finissent dans les anémones. C'est trop beau pour vrai. Puis c'est ça. Il y a des organismes qui sont vraiment plus actifs la nuit que le jour pour s'alimenter. Fait que c'est cool de voir justement cet éventail-là des possibilités. Puis mettons, on disait tantôt, les belugas qui jasent entre eux. C'est des moments banals, entre guillemets, parce que ça arrive tout le temps. Mais de plonger la nuit, mais ça t'ouvre justement sur ces nouveaux moments-là qui sont pas du tout banals pour nous là, qui sommes invités dans ce monde-là. Qui sont banals dans le sens où ça arrive tout le temps. C'est ça. On n'a jamais la chance de les observer ou très, très exact. On peut très bien s'imaginer qu'à toutes les nuits, genre en ce moment, la nuit dernière, les anémones mangeaient des crevettes. Genre, c'est sûr. Sauf que là, de le voir, c'est ça, c'est spécial. T'as peut-être l'air con, ma question, là. Mais y a-tu des anémones puis tout ça que tu reconnais? C'est exactement à ça que ça m'a fait penser puis que j'allais continuer. C'est vraiment pertinent comme question. J'aurais pas pensé à ça. Mais les anémones, au final, elles bougent vraiment que très rarement. Là, elles sont fixées. Fait que oui, clairement. Mais ça ressemble tellement à toutes que c'est plus la roche, au final, que je reconnais que l'anémone en soi qui est comme « Ah oui, c'est la tête! » Mais au niveau des soleils de mer, par contre, les soleils de mer épineux, qui sont tellement beaux, puis qui ont toutes leurs pattern de couleurs vraiment uniques, ça, des fois, on les reconnaît. Là. Quand on va dans la même zone de journée en journée, on est comme « Hey, c'est lui que j'ai vu hier, ça, il est rendu 3 mètres plus loin. » C'est ça, exact. Ça bouge pas tant que ça non plus, j'imagine. Les soleils de mer, ça dépend. Les soleils de mer sont quand même rapides pour des invertébrés. Mais non, ils peuvent quand même se déplacer. Des fois, tu restes là, à côté de lui, puis tu le vois là, qui se déplace, puis qui est dans une course fulgurante. Là. Mais j'avoue, en posant ma question au quai des pilotes, là, quand il y a des grandes marées, des fois, il y a des étoiles de mer, là, c'est pas des soleils, là, mais des étoiles qui montent le mur, puis à la marée basse,
l'étoile de la mer est comme 3 mètres dans les airs, là, puis elle est sur le bord de tomber. Là. Ben, elle a eu le temps de monter dans la marée. Là. Oui, ben oui, c'est fou, ça, exact. Puis elle s'est fait rattraper sur la marée descendante. Ouais, puis c'est elle ça, est venue, dans les airs. Oui, c'est étonnant, mais ils sont quand même rapides au final. Ou, tu sais, même quand les psolus écarlates s'alimentent ou les anémones, tu sais, quand ils se referment, tu sais, t'as le temps de le voir, là. C'est pas genre... C'est pas la vitesse de l'éclair, là. Tu sais, si tu clignes des yeux, tu peux quand même le voir. Mais c'est quand même rapide, là, honnêtement. Puis, ouais, c'est impressionnant aussi de voir ça, justement. Tu sais, des fois, on a l'impression que ces invertébrés-là, ça bouge pas, puis que c'est comme un peu immobile, puis t'es comme, qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Mais non, au final, vraiment. Ouais, puis d'avoir la chance aussi de le voir ça jour après jour, après jour, après jour, après jour. Puis de voir, tu sais, de voir les changements, puis de voir, tu sais, tout ça, c'est fou, là. C'est cette chance-là qu'on a d'être dans le quotidien de la nature, tu sais. Oui, C'est vraiment. fou quand même, hein. Moi, ce que j'adore, si tu parles d'être dans le quotidien de la nature, j'ai comme un petit plaisir malsain, là. Pas malsain, là, mais... Coupable. Oui, coupable, je pense que c'est un bon mot. Quand je suis en plongée, il y a les psolus écarlates, tu sais, qui sont le cousin du concombre de mer, tu sais, puis lui, il est genre fixé, puis bref, le psolus écarlate puis le concombre de mer, c'est... Bon, ça a une bouche, tu sais, fait qu'il va étaler ses bras avec du mucus dans l'eau puis attraper, dans le fond, avec le mucus collant, il y a, tu sais, le plancton dans l'eau qui vient coller sur les bras, puis là, il ramène ça vers sa bouche, il lèche ça. Puis là, bon, après ça, digestion, puis ça sort par l'autre bout. Puis quand ça sort par l'autre bout, là, c'est genre des petites... Des petits trucs verts, genre vraiment comme vert kaki. Puis c'est comme des petits tubes cylindriques. Puis moi, j'adore. Genre, mettons que j'ai un psolus qui fait caca à côté de moi, je suis en mode caca, puis j'aime bien le mettre sur mes binômes. Le quotidien de la nature. On se lance du caca. Du caca de psolus. C'est comme notre histoire de caca de cet été. Ah, c'est vrai, nous aussi, on a une bonne histoire de caca. Une bonne histoire de caca. On entre là-dedans. On est rendu là. Après 1 heure de conversation, on parle de caca. On est rendu là. Il y avait le grème qui faisait des... Quand les baleines étaient vraiment plus loin en bas des escoumins. Puis il y avait en tout cas, il y avait une bleue ou 2 bleus, en tout cas, quelque chose de même. Puis le grème ont pris un échantillon de crottes de baleine bleue. Wow. Mais tu sais, c'était un étron, là. C'est un vrai étron, là. Un vrai de vrai. Rouge, rose, flash. Ils l'ont mis dans un pot maçon, là. Puis il était venu à côté de notre bateau, puis on l'a fait passer sur le bateau. Mais puis Julie, elle l'a senti, puis elle l'a goûté. Puis, non, ça, c'est pas vrai. Non, mais j'ai senti parce que, tu sais, des fois, on sent les souffles de baleines, puis selon ce qu'elles ont mangé, ça sent vraiment fort le poisson, ou en tout cas, ou le krill, selon ce qu'elles ont mangé. Fait que là, je me suis dit, est-ce que le caca de baleine, ça sent aussi le poisson? Fait que là, j'ai ouvert le pot maçon, puis j'ai senti, et en fait, pas du tout. Le caca de baleine, ça sent le caca. Mais dans le fond, en fait, tu te dis, c'est logique parce que c'est comme nous, tu sais, mettons, on mange quelque chose à l'oignon, notre souffle va sentir l'oignon. Et une fois que ça sort, ça sent le caca. Et c'est exactement pareil. Non, c'est ça. Ça, je l'avais filmé quand tu l'avais senti. Tu avais ouvert le pot, puis là, tu as senti, puis quelqu'un a dit, est-ce que ça sent le poisson? Puis là, t'as regardé. Non, ça sent le caca. T'as ça dans la vidéo? Super sérieux. Non, ça sent le caca. Verdict. Alors, ça sent le poisson? Non, ça sent le caca. Mais tu sais, c'est quoi les chances de pouvoir faire ça? Je trouve ça fascinant. Jamais j'aurais pensé pouvoir avoir dans ma main un pot maçon avec du caca de l'animal le plus gros qui a jamais existé sur Terre. Et en plus de pouvoir expérimenter, de savoir si ça sent le poisson ou le caca. C'était une de mes plus belles expériences sur le fleuve la saison dernière. C'est tellement drôle. Moi, jamais j'aurais pensé quelqu'un qui me dise je suis tellement reconnaissante d'avoir pu sentir le caca d'une baleine bleue. Mais honnêtement, je peux relate. J'ai jamais eu cette chance. Je te le souhaite. Ça me rend curieuse, oui. En tout cas, sur ces belles paroles, je pense qu'on arrive à la fin de cette belle discussion. Quelle belle manière, hein? Quelle belle manière de clore. Mais j'ai quand même une question pour clore. Pas juste sur du caca. Il me semble qu'on aurait fini ça comme... Donc, c'est ça. Bon. Bonne journée. Non, j'ai une question un peu poétique pour terminer cette discussion sur une belle touche. Si tu devais choisir un mot pour décrire le fleuve, ce serait lequel? Je me suis jamais posé cette question-là.
Impétueux, peut-être. Tu sais, ouais, justement. Ouais, t'as de dit ça comme- tantôt, impétueux, là, je devais pas avoir l'air du gars con, là, mais c'est quoi? Ça veut dire, mettons, dis-moi en plus. Mettons, quand je l'ai cherché dans le dictionnaire moi-même. Avant de venir. Exactement. Non, mais en tout cas, impétueux, je sais pas si c'est le terme juste, mais mettons, tu sais, qui tient compte de sa beauté, puis tu sais, le fait que c'est magnifique, mais dans toute sa puissance, puis le fait que c'est aussi comme un milieu insolite, justement, tu sais, auquel on n'est pas adapté, puis que... Il y a comme la notion de risque aussi, puis justement de Comme puissance, de de grandeur, vulnérabilité. beauté, puissance. Oui, genre. exactement. C'est beau comme mot. Ouais, Très j'espère beau mot. vraiment que ça veut dire ça. Parce que... C'est ça. C'est ça. Un grand merci, Charlie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment passionnant comme discussion. Un grand merci à vous pour vrai. Et félicitations pour cette belle initiative. Honnêtement, c'est très... c'est vraiment super bien. Merci de nous accompagner là-dedans. Avec Merci, plaisir. Julie. Merci, Simon. Cet épisode vous a été présenté par Tourisme Côte-Nord et du Fleuve. La prise de son et la conception sonore sont réalisées par Sophie Kertic et Eric Cyr des productions Cat Toast. Nous reconnaissons que cet épisode a été enregistré sur un territoire Innu non cédé.